enchantée d'être là. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler du design de service. Donc dans tous ces états, c'est beaucoup dire, mais voilà, l'idée c'est de vous expliquer un peu ce que c'est, pourquoi on s'en sert, dans quel contexte, etc. Voilà, donc le sommaire, c'est vraiment ça, c'est les grands principes, les atouts aussi du design de service, quelques outils et méthodes, on va pas tous les voir parce qu'ils sont vraiment très nombreux, et quelques exemples d'applications, parce que c'est comme ça qu'on comprend le mieux comment ça fonctionne. Donc pour commencer, le design de service, qu'est-ce que c'est ? Avant de vous parler du design de service, je vais vous parler du design tout court avec une très très rapide histoire du design. Ça commence dans les années 1920 avec la notion la naissance du design industriel. Donc on va parler du Bauhaus avec cette logique qui est vraiment centrée sur les objets, sur les produits. Voilà, on va produire des objets qui sont beaux, qui ne sont plus faits vraiment à la main de façon extrêmement artisanale, etc. Mais on commence à être déjà dans une ère un petit peu plus de modernisation. Ensuite, on va être beaucoup plus sur une notion de process et de standardisation. On commence à avoir une prise en compte de l'environnement du produit, on va avoir une logique de plus en plus centrée sur le process, donc le processus de création, et on va commencer à voir intégrer certaines autres disciplines comme la psychologie cognitive, l'ergonomie, tous ces éléments-là qui vont venir épauler ce projet. Finalement, dans les années 90, on a la mutation économique qui est en cours. On va passer d'une industrie des biens ou du produit, où on achetait un produit, à une industrie plus de services, où là, on va être client ou usager d'activités de prestations qui vont être plutôt intangibles. Donc là, on a vraiment une prise en compte de l'ensemble de l'expérience utilisateur, et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment commencer à voir émerger ces termes-là d'expérience utilisateur. Avant de parler du design de service, je voudrais vous parler du design thinking. Le design thinking, c'est une démarche de conception qui est transdisciplinaire, donc ça veut dire qu'elle est transverse à plusieurs professions, plusieurs métiers ou plusieurs expertises. C'est une méthode de conception et de développement qui va être centrée sur l'utilisateur, comme je le disais précédemment, et c'est une méthode qui est collaborative, co-créative et pluridisciplinaire. C'est une méthode aussi qui va être donc itérative, donc on va travailler tout le temps avec les utilisateurs finaux de notre solution, et c'est une méthode qui est adaptée à chaque projet, qui va vraiment venir se greffer à des projets pour creuser des problématiques données. On peut parler dans cette méthode de la méthode double diamant, qui je pense est assez connue et que vous connaissez probablement, où on va avoir donc différentes phases qui vont être premièrement de divergence, puis de convergence, puis de nouveau de divergence et de convergence, où on va avoir des phases d'immersion pour comprendre et appréhender les besoins, ensuite des phases plutôt de définition des problèmes pour comprendre, identifier, analyser, et enfin des phases d'idéation et de prototypage, de façon à pouvoir relativement vite tester des éléments qu'on a créés. Finalement, pourquoi est-ce que je vous parle de design thinking avant de vous parler de design de service ? C'est que les deux vont être très liés par la méthode de travail. Parce que les designers de service, ils sont amenés à travailler de manière collaborative, en itération, avec des phases de création et des phases de synthétisation. Donc c'est exactement les éléments qu'on retrouvait dans la méthode design thinking. Et donc la méthode double diamant. Mais finalement, le design de service, comme vous pouvez le voir sur le schéma sur le côté, c'est vraiment quelque chose une méthode qui va s'intéresser à l'ensemble du système. Donc c'est vraiment le système dans sa globalité, là où le design thinking va juste être une méthodologie qui va... Quand je dis juste, évidemment, c'est avec des gros guillemets, mais donc c'est une méthodologie qui va venir en renfort. C'est un outil qui va permettre au design service au design de service de suivre le bon cours de route. Dans ce design de service, on va retrouver donc d'autres outils et d'autres éléments. On va avoir de l'UX recherche, de l'UI, de l'UX et donc le design thinking. Mais finalement, le design service, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ça, c'est que c'est un système dans sa globalité et pas juste
un petit élément ou un élément. Le design de service, il est également au croisement de trois grandes thématiques, donc les sciences cognitives, la créativité et la technologie. C'est en prenant en compte ces trois éléments-là qu'il va réussir à faire émerger des solutions sensées, qui sont et sensées et sensibles. J'ai mis cette citation de Mathieu Savary qui travaille chez User Studio, qui est un studio de design de services français, que je vous invite d'ailleurs à aller consulter les différents éléments qu'ils font, c'est très très chouette. Donc le design de service, c'est l'art de donner sa juste forme à un service dans toutes ses matérialités et immatérialités, la forme qui convient au contexte, le lieu, le moment, les technologies, la culture, et qui convient avant tout au public auquel le service s'adresse. Je trouve que cette citation, elle est intéressante parce qu'on parle du service dans sa globalité, on parle de matérialité et immatérialité, puisque dans un service, on va avoir des choses qui vont être tangibles et d'autres qui vont l'être moins, comme les interactions, ce genre de choses. Et évidemment, en fonction du moment et du lieu, tous ces éléments-là vont changer. Finalement, un nouveau service, qu'est-ce que le design service? Donc c'est un nouveau service qui va être utile pour les utilisateurs, efficace et performant, et qui va être différenciant en intégrant l'ensemble des acteurs de l'écosystème, donc que ce soit des parties prenantes ou des acteurs directs ou même moins directs, donc plutôt indirects, et en identifiant des points de contact. Si on recentre un peu sur les enjeux du design de service, donc on va avoir le centrage sur l'utilisateur pour comprendre et répondre aux besoins réels, en les impliquant évidemment activement dans toute la phase de recherche, d'analyse, de prototypage jusqu'à la phase de test. Des notions d'accessibilité et d'inclusion, puisqu'on parle là d'utilisateur, mais on parle aussi d'humain, dans tout ce qu'il y a dans l'unité. Il faut s'assurer que ces services ils soient accessibles et disponibles pour tous et à tous, et qu'il y ait le moins de barrières possible. On va parler aussi d'innovation et d'agilité, en adaptant rapidement les services aux changements et en intégrant les nouvelles technologies avec soin, d'éthique et de transparence, c'est aussi là où on a tous les sujets sur le respect de la vie privée, le maintien de la transparence dans la prise de décision et dans le produit final. On parle de soutenabilité et d'efficience. Il faut utiliser efficacement les ressources tout en intégrant les considérations environnementales, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, on parle d'utilisateurs, mais on parle aussi d'humains qui habitent sur une planète avec tout un tas d'éléments à prendre en compte, dont son environnement. De collaboration et de coordination, donc, en encourageant la collaboration multidisciplinaire et les partenariats avec différents secteurs. Finalement, le dernier enjeu qui est extrêmement important, c'est celui de l'évaluation et de l'amélioration continue. Donc, en fin de projet, ou même tout au long du projet, on va mettre en place des mécanismes pour évaluer et apprendre constamment afin de s'adapter et améliorer. Donc, on parle aussi beaucoup d'amélioration continue dans le design de service. Si on rentre un peu plus dans le rôle du designer de service, pour résumer, ça va être d'apporter aux utilisateurs la meilleure qualité d'expérience possible sur un service donné. Donc, comment est-ce que le designer de service fait ça? Il identifie et il optimise l'écosystème du service. Donc, par exemple, les interactions, les différents canaux, les points de contact entre les différents acteurs, que ce soit les utilisateurs, l'entreprise qui demande le projet, les employés de cette entreprise, les experts qui vont être associés, les développeurs, les sociologues, ça peut aussi être les data scientists, etc. On va parler du coup d'une expérience passerelle et finalement, le designer de service se retrouve vraiment passerelle de tous ces enjeux-là. Comment est-ce qu'il peut garantir que toute cette partie-là se passe bien? Donc c'est avec différentes phases de recherche. On va d'abord avoir une phase qui va être plutôt de l'ordre de la user research avec de l'observation, de l'analyse pour comprendre les comportements des utilisateurs et identifier les besoins. Ensuite, on a une phase de prototypage pour montrer rapidement des solutions envisagées et pouvoir les tester. Et donc, on passe ensuite à la phase de test et d'évaluation, qui est hyper importante, comme je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir avancer rapidement, mais aussi sereinement et de façon sensible avec nos utilisateurs finaux pour qu'ils trouvent du sens et que la solution apportée, on soit sûr qu'elle soit viable. C'est vraiment une étape primordiale. Et à cette étape-là, souvent, on retourne à l'étape de prototypage pour remodifier des choses pour que, à terme, on élimine le plus d'éléments bloquants. Les 5 grands principes du
du design de service ont été théorisés par un certain Jacob Schneider dans ce livre-là, où en fait il encadre ce process par plusieurs principes. Donc on a la conception centrée sur les utilisateurs, donc, dont on a déjà parlé tout à l'heure, une démarche de co-création, donc avec cette conception du service qui n'est pas une démarche solitaire, mais qui nécessite l'implication d'autres personnes faisant partie du service et du système, donc vraiment l'ensemble de l'écosystème. Une prise en compte du parcours client. Il parle de client, mais ça peut être un usager, ça peut être un utilisateur, il n'y a pas forcément d'acte d'achat derrière. Pour visualiser et mieux créer des moments clés, donc ça on va parler après, c'est sur la phase de synthétisation. Une recherche de preuves pour faire comprendre à l'utilisateur que ce nouveau service est crédible et qu'il est gage de fiabilité, donc ça c'est une phase de bon, là on parle de confiance et on parle de travailler avec les utilisateurs pour leur montrer que ce qu'on fait ça a du sens étant donné qu'on fait avec eux et qu'on fait pour eux. Une prise en compte du contexte, ou un point de vue holistique, forcément, parce que si on n'a pas une vision globale du contexte et de l'écosystème, c'est assez difficile, même en fait impossible, de faire du design de service. J'ai mis là, donc je vous le disais tout à l'heure, quelques outils et quelques méthodes. C'est pas exhaustif évidemment parce qu'il y en a, franchement, il y en a des milliers. Il y a des docs qui sont très bien faits, qui retracent tout ça avec des arborescences, etc. Mais donc on peut relister quelques outils en fonction des phases. Donc je vous ai remis les phases ici. On a donc cette phase d'observation qui va être dédiée à la compréhension des problèmes. On va aller sur le terrain, on va aller voir les utilisateurs, on va faire des entretiens, on va faire de l'observation passive, de l'observation active. Donc c'est la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un où juste on va stalker les gens, alors que dans l'autre on va poser des questions aux personnes qu'on observe. On va faire de la veille et des benchmarks pour comprendre vraiment ce qui se fait sur des sujets similaires ou sur des éléments qui peuvent avoir certaines similarités. Ensuite, on va avoir des phases de synthèse pour lesquelles on va avoir besoin de poser à plat toutes nos observations et toutes nos analyses pour vraiment venir représenter à l'ensemble des personnes du projet, donc l'ensemble des parties prenantes, mais aussi des acteurs de ce système, pour que tout le monde soit au clair en fait sur les éléments qu'on a observés dans la phase d'observation. Donc souvent ça va se prendre la forme de cartographie. Les cartographies elles-mêmes peuvent prendre différentes formes. J'ai mis quelques exemples ensuite. On doit pouvoir aussi définir des problèmes. Pour définir les problèmes, donc là, on va être dans des phases plutôt de co-création et d'analyse aussi. Ça va arriver aux deux moments. On va faire beaucoup d'ateliers avec les parties prenantes, avec les acteurs aussi, toujours dans le but de faire émerger des solutions en itération et en intégrant pleinement l'ensemble des usagers des services. Et enfin, on va avoir une phase d'idéation dont l'objectif est de générer un maximum de matière pour pouvoir avoir le choix dans les pistes créatives et les solutions à développer. Et je ne l'ai pas remis là, mais évidemment, on a la phase de prototypage et de test. Sur les quelques outils, il y en a certainement que vous connaissez déjà. Donc, on a par exemple les personas, qui sont une représentation simplifiée et cohérente d'un utilisateur type, ce qui va permettre d'être utilisé comme base pour la conception de produits ou de services. Donc en fait, là, après l'observation, on va se dire, ok, donc en fait, on a ces profils-là de personnes, on en fait des personas avec des verbatims qui vont être clés, avec des frustrations, des attentes, pour commencer à comprendre un petit peu comment et qui sont les personnes à qui on va s'adresser. On a le parcours utilisateur avec là des illustrations, encore une fois, de User Studio, qui va être une synthèse d'observation du parcours au total, c'est-à-dire du début de son expérience jusqu'à la fin de son expérience, où on va pas nécessairement venir mettre beaucoup de mots, etc. Mais là, on va venir dessiner ou gribouiller, ça dépend de son niveau en dessin. Chez moi, c'est plutôt du gribouillage, chez User Studio, c'est plutôt du dessin, pour vraiment visualiser et identifier les points de contact, les opportunités, quelles sont les machines aussi auxquelles on a affaire, les interactions, qu'elles soient physiques, qu'elles soient numériques, qu'elles soient humaines ou autres. Ensuite, on va avoir l'empathie map. L'empathie map, ça permet d'identifier 6 éléments clés d'une personne.
Donc en fait, on va avoir, d'une personne, d'un utilisateur ou d'un usager. On va avoir ses pensées, donc ce qu'il pense, ses sentiments, les actions, les craintes, les désirs et les besoins. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment s'attarder sur les sentiments, les désirs, les craintes, parce que là, on va être vraiment dans l'ordre de l'empathie. On va se mettre à la place de notre utilisateur pour comprendre ce qu'il vit, quels sont les points bloquants, pourquoi est-ce qu'il le vit comme ça, de façon à pouvoir par la suite proposer des choses qui vont vraiment faire sens pour lui. Et encore une fois, ça permet de poser l'environnement des utilisateurs pour mieux se mettre à leur place. On a aussi la journée MAP. La journée MAP, c'est une méthode et un outil collaboratif qui permet d'analyser, synthétiser l'expérience vécue par les clients. Ça, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est un mélange entre le parcours utilisateur et on va pas dire l'empathie map, mais ça commence ici à y avoir des notions d'émotion avec cette ligne sentiment. Donc finalement, c'est les actions qui sont faites à chacune des phases, les sentiments associés et les opportunités qu'on va pouvoir identifier dans ces différents points de contact. Par exemple, je vais à la poste pour avoir une information sur l'envoi d'une lettre. Il y a tout un tas d'étapes différentes et tout un tas de points de contact différents avant même d'arriver jusqu'au bureau de poste. On a le service Blueprint. Là, c'est quelque chose qui va être vachement plus précis sur des actions. On va reprendre donc notre journée map. On va y ajouter beaucoup plus d'échelles. En fait, ça va permettre de prendre de bout en bout, du début à la fin de l'expérience, en décrivant un scénario en particulier sur un service proposé. Et on va pouvoir y intégrer ce qui se passe derrière la scène, qui est-ce qui est en charge de ça, on va pouvoir créer des interactions, etc. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant. On va avoir des écosystèmes maps, comme par exemple l'exemple que vous avez sur le côté, où on a une vision globale d'un service ou d'une organisation, un mode de fonctionnement, avec les interactions entre chaque métier ici, pour comprendre le fonctionnement d'un service et être sûr que tout le monde est à peu près au clair sur ce qui se passe. Et enfin, sur la phase d'idéation, donc là, je vous ai pas listé toutes les méthodes d'idéation qui existent. Il y en a vraiment énormément. Ça peut aller du simple brainstorming à l'atelier de co-conception, où là, on va avoir vraiment des déroulés très précis sur une heure, une journée, une demi-journée, ou des design sprints, donc plutôt sur une semaine ou 5 jours. On va avoir des méthodos comme le Crazy 8, le 6 to 1 ou les 6 chapeaux qui sont là des outils pour aider à animer ces ateliers-là. L'idée, c'est vraiment toujours dans cette idée de co-conception, de co-création et de faire participer l'ensemble des acteurs de l'écosystème à l'émergence de ces nouvelles solutions. Finalement, quelle utilisation on fait du design de service aujourd'hui? On le retrouve absolument partout, dans tous les corps de métier, partout autour de nous. Donc ça peut être dans l'énergie, dans l'assurance, la mobilité, la santé, les administrations publiques ou privées d'ailleurs, les politiques publiques, beaucoup. On a un exemple après qui est assez parlant. Il peut être utilisé pour des usages très précis, par exemple pour des outils métiers dans les entreprises, ou encore sur des sujets qui vont être plutôt de l'ordre du stratégique ou des outils numériques. J'ai quelques exemples. Donc par exemple, pour un sujet administratif, donc comme celui-ci, le gouvernement cherche à repenser la manière de déclarer ses impôts pour les auto-entrepreneurs. Donc le designer de service, son but, ça sera de rendre l'expérience des auto-entrepreneurs la plus fluide possible, mais aussi pour les employés des impôts qui devront traiter ces données. Puisque là, le design de service, il ne va pas penser que aux auto-entrepreneurs, mais il va aussi penser derrière aux personnes qui vont devoir s'occuper de la donnée qu'ils vont récolter. Si on regarde des sujets de transformation, plus des transformations internes, on a cet exemple avec un EHPAD qui cherche à améliorer les conditions de travail de ses employés. Donc le designer de service devra d'abord comprendre le besoin du directeur de l'EHPAD, puis des employés, afin de proposer des solutions qui vont être pertinentes. Évidemment, dans cette démarche, il faudra aussi très probablement intégrer
l'ensemble de l'écosystème de l'EHPAD, donc les personnes qui vivent là. Sur des sujets plus de mobilité, c'est un projet ici du User Studio. On a ce projet qui est donc d'aider la RATP à définir la proposition de valeur du principal service d'information voyageurs dynamique du RER A, donc que vous avez déjà probablement vu si vous avez déjà pris le RER A, en désignant les parcours d'usage, les concepts, les cinématiques d'écran, et en prototypant du coup dans la technologie cible pour terminer par son suivi et son développement. Donc là, on est vraiment dans un projet très concret, très complet, qui a été de la phase de recherche, donc aussi bien en gare que auprès des agents qui sont en gare, qui sont dans les bureaux, qui travaillent sur tous ces sujets-là. Donc vraiment l'ensemble de ces acteurs-là pour créer à la fin un outil qui est utilisable, qui est compréhensible et surtout qui est donc utilisable aussi bien par les utilisateurs que par les personnes qui s'en servent derrière. Encore une fois, sur des sujets de mobilité et de transformation interne, ce projet d'un CODIR de la SNCF qui était pour améliorer la gestion des situations perturbées imprévues d'ailleurs, dans les gares SNCF multitransporteurs. Multitransporteurs, ça veut dire qu'il y a juste 2 transporteurs différents dans la gare, donc ici c'était TGV et TER. Et l'objectif était d'identifier les fonctionnements, les pain points, donc les points difficiles, et les différentes interactions pour créer à la fin des ateliers et améliorer une situation qui pouvait parfois être compliquée. Donc on a abouti à la création de cette cartographie avec différentes thématiques, nos différents interlocuteurs, l'ensemble des acteurs du terrain de jeu, entre guillemets, et avec une visualisation qui permettait de montrer, ok, ici ça fonctionne pas, ici on a tant de personnes, ici on a tant de personnes, ça devrait pourtant fonctionner, qu'est-ce qui se passe pas, parce que ici on a un point de frustration qui est celui-ci, ici on a ça, etc. Et donc cette cartographie ensuite est utilisée pour prendre des décisions et animer des ateliers pour trouver des solutions pérennes. On a l'exemple de la Croix-Rouge qui a fait appel à du design de service pour la co-création d'un tableau de bord qui là était à destination de 59 000 bénévoles pour leur permettre de visualiser globalement leurs actions et en capacité à la maintenance et à l'évolution de l'outil. Ça veut dire que là, le projet, c'était donc de comprendre quelles étaient les problématiques, de proposer un produit adapté, mais surtout de faire en sorte que ce produit soit facilement accessible et maintenable par les équipes qui vont garder cet élément-là une fois que l'agence de design sera partie. Donc il faut pouvoir faire la maintenance facilement de cet outil et suivre l'évolution de cet outil, donc ça veut dire pouvoir le récupérer et se l'approprier. Et enfin, je vais finir là-dessus, on a la 27e région, donc qui design des politiques publiques. Donc on est, pour moi, toujours dans le champ du design de service parce qu'on va vraiment être dans des démarches de transformation globale avec une vision écosystème. Je vous ai mis d'ailleurs cet ouvrage qui est hyper intéressant et qui est vraiment très riche. Si jamais vous avez l'occasion de le feuilleter, il est très très chouette. En fait, voilà. Je vous ai mis cet ouvrage parce que ici ils ont indiqué leur méthode en fait qu'ils appellent la méthode de transfo, donc qui s'applique au territoire et on y voit toutes les différents séquençages et la façon dont ils procèdent pour intégrer ces transfos. Donc là on est vraiment dans des transfos où ils s'intègrent au territoire, donc ils font des résidences un petit peu comme pourraient faire des artistes. Ils vont aller voir l'ensemble des personnes et des personnes de l'écosystème, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des travailleurs, des personnes qui travaillent pas, etc., sur des projets très précis. Et ils vont faire des temps d'échange, ils vont faire de la cartographie, ils vont faire des ateliers de co-création, ils vont
faire des stands pour capter des personnes qui pourraient capter différemment, enfin qui ne pourraient pas capter différemment. Ils vont se déplacer pour vraiment vivre entièrement cette expérience avec eux et comprendre comment est vécue cette expérience pour derrière pouvoir avec eux toujours proposer des solutions, travailler sur des solutions, faire tester ces solutions et surtout les évaluer. Hop. Donc finalement, pour clôturer, le design de service appréhende la conception de services sous toutes ses facettes, permet de diminuer les risques de lancer des solutions inadaptées aux réalités du terrain et de favoriser leur appropriation. C'est la garantie de services plus justes co-construits avec les utilisateurs et les parties prenantes. Ça, c'est une citation qui vient du site de la DITP, qui est pareil, hyper intéressant et que je vous invite à aller consulter. Il y a tout un tas de choses sur les démarches de transformation publique qui sont menées actuellement par cette agence, c'est un laboratoire interne au gouvernement. Voilà, merci beaucoup.